Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir dans ce JT, nous évoquerons tout d'abord la manifestation des fonctionnaires ce jeudi dans les rues d'Angers. Ils étaient environ 800 à défiler. Charlotte Blanchet et Olivier Molia nous expliqueront les raisons du mécontentement. Nous reviendrons également sur le lancement officiel de la campagne de Jacques Oxiette pour les prochaines élections régionales. C'était hier soir à la salle Athlétis des Ponts-de-Cé. Et puis nous accueillerons également dans ce journal Jean-François Fribault, le directeur de l'abri de la Providence, avec qui nous parlerons de la prise en charge des SDF. Nous démarrons donc cette édition avec plusieurs centaines de fonctionnaires qui avaient répondu à un mot d'ordre national en manifestant ce matin à Angers. Et ils entendaient ainsi dénoncer les réformes du gouvernement qui va faire basculer des missions du service public dans le secteur privé. Les explications de Charlotte Blanchet sur des images d'Olivier Molia. La RGPP, la révision générale des politiques publiques, un outil mis en place par le gouvernement pour supprimer les dépenses inutiles de l'État. En Assemblée générale, ce matin, les personnels de la fonction publique en grève ne l'entendaient pas de cette oreille. Pour eux, cette série de mesures et notamment le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite n'apporte que désorganisation et précarité. On a tendance maintenant à faire appel à des gens qui ne sont pas de la fonction publique, donc des gens sous contrat. Nous, on le connaît sous la forme des contrats EID dans l'enseignement, par exemple, les EVS, les AVS qui se bagarrent aussi depuis longtemps. Et puis dans la fonction publique territoriale, par exemple, on recrute des gens sous des contrats précaires et quand on n'en aura plus besoin, eh bien, on les jettera. Ils étaient donc 800 à manifester ce matin à Angers contre la RGPP. Beaucoup d'enseignants, mais aussi des personnels hospitaliers ou des collectivités territoriales. Et pour contrer la réforme, les organisations syndicales travaillent en ce moment à la préparation d'états généraux auxquels elles aimeraient beaucoup associer certains élus. On a constaté que dans ce cadre, dans cette réforme, entre autres sur la taxe professionnelle, des élus locaux, des élus de proximité sont en désaccord total avec cette réforme. Donc nous avons besoin de faire de l'éducation populaire et qu'un grand mouvement naisse et, pour rien le cacher, que cette réforme soit retirée. Les organisations syndicales veulent faire au plus vite. Elles ont déjà pris rendez-vous le 30 janvier prochain. À l'école, c'est comme à l'hôpital. Plus on entend, plus ça fait mal. Dans moins de 50 jours, ce sera le premier tour des élections régionales. Pour le Parti socialiste, la campagne est lancée. Hier soir se tenait en effet au Ponts-de-Cé un grand meeting durant lequel les têtes de liste du PS dans chaque département ont été présentées. Le choix des Ponts-de-Cé n'était pas anodin puisque Jacques Oxiette, candidat à sa réélection, s'était positionné délibérément sur les terres de son rival de l'UMP, Christophe Béchu. L'ambiance était au rendez-vous, compte rendu avec Nicolas Didel. 1500 spectateurs, une ambiance survoltée. Pour le Parti socialiste, le lancement de la campagne des régionales s'est voulu résolument au diapason de son slogan « La gauche en action ». Je sens monter une aspiration unitaire, forte, du peuple de gauche. Pourquoi? D'abord parce que tout le monde constate le travail qui a été fait depuis 2004 et notamment, ce qu'il faut rappeler quand même, le respect des engagements pris devant les électeurs en 2004 et d'autre part le fait que les oppositions ne sont pas entre les sensibilités de gauche, elles se situent entre la gauche rassemblée et puis le candidat pour l'essentiel de M. Sarkozy dans la région des Pays de la Loire. Pour autant, le grand rassemblement de la gauche au premier tour n'est pas tout à fait complet. Les Verts sont divisés et devraient présenter leur propre liste de la même manière que le Front de gauche ou encore Lutte ouvrière. Le Parti communiste en revanche soutient la candidature de Jacques Oxiette. Sur les transports, nous avons investi beaucoup, fait des tarifs sociaux. Sur l'éducation, nous avons investi beaucoup dans les lycées et commis un acte très symbolique par la gratuité des manuels scolaires pour lutter contre les inégalités. Je crois que ces exemples-là, très concrets, montrent quel a été l'engagement à gauche de cette équipe sortante. L'équipe a été renouvelée à 70%. En Maine-et-Loire, c'est Frédéric Béatz, adjoint au maire d'Angers, qui sera la tête de liste. Il défendra les 6 années de gestion de la région par la gauche. Et on peut à la fois noter la qualité du bilan qui est reconnue par les acteurs associatifs, des acteurs économiques de terrain, mais aussi la capacité qui a été menée à animer le territoire. C'est-à-dire la capacité non seulement de faire un projet, mais de faire avec les habitants.
Dans son programme, Jacques Oxiette présente 4 idées forces, comme l'humain au cœur de l'action, la qualité de vie ou encore la mobilisation pour l'emploi. En 2004, il avait créé la surprise en raflant la région à François Fillon. Aujourd'hui, en capitaine habitué au gros temps, il entend faire franchir un nouveau cap à la région. Et puis toujours au chapitre politique, notez qu'on connaît désormais le nom de celui qui conduira la liste du MoDem en Maine-et-Loire pour les régionales. Il s'agit de Stéphane Robin, un enseignant saumurois de 39 ans, vice-président de la communauté d'agglomération Saumur-Loire Développement. Stéphane Robin espère obtenir au moins 10% des suffrages au premier tour, ce qui permettrait aux centristes de se maintenir au second tour et de constituer ainsi une liste autonome. Nous allons maintenant poursuivre ce journal en compagnie de Jean-François Fribaud, directeur de l'abri de la Providence ici à Angers. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Nous allons parler avec vous de la prise en charge des SDF. Et si vous êtes présent parmi nous, c'est en particulier parce qu'en début de semaine, vous avez lancé un véritable cri d'alarme. Et ce cri d'alarme faisait en particulier suite à la mort ce samedi de Roland, un SDF de 59 ans qui a été retrouvé sans vie sous le parking du Haras dans le centre-ville d'Angers. Bien connu, je pense, des Angevins, Roland, qui l'ont souvent croisé. C'est vrai qu'on notre association, et pas que la nôtre, on le connaissait bien pour lui apporter régulièrement un peu de chaud, un peu de couverture et du contact. Et on s'est dit finalement, hors des périodes de grand front, on ne parle pas des gens qui meurent dans la rue. Et on ne voulait pas qu'ils meurent dans l'indifférence et dans l'ignorance et dans l'anonymat. Donc c'est pour ça qu'on s'est permis de montrer que les gens à Angers peuvent mourir dans la rue, et de la rue aussi. Ce décès de Roland n'est malheureusement pas le seul auquel vous avez été confronté ces jours derniers. Non, c'est vrai que c'est une espèce d'actualité un peu sordide, c'est-à-dire que nous sommes rendus à 7 sans-abri décédés en 3 mois et demi. Alors ils ne sont pas morts dans la rue, mais ils sont morts de la rue, des conséquences de la vie de la rue. Ils se chopent des cancers, ils meurent dans leur logement tout seuls, ils se suicident. Et donc c'est ça qu'on voulait dire par ces interpellations, ces mails que j'ai envoyés aux médias pour montrer que le problème des sans-abri n'est pas simplement la nécessité n'est pas simplement de les mettre à l'abri. Ouais, il y a peut-être un chiffre qui est extrêmement significatif, c'est celui de l'espérance de vie des sans-abri ou des SDF. Oui. Le chiffre que vous avez vient d'une étude qui a été menée, je crois, dans la région parisienne. Oui, par une association, un collectif qui s'appelle Les Morts de la rue et qui a montré que depuis qu'ils existent plusieurs années, la moyenne la durée de vie moyenne d'un homme sans abri, c'est de 48 ans, c'est-à-dire au moins 25 ans de moins qu'un homme normal, on va dire entre parenthèses, dont la durée est au moins de 76 ou 17 ans, je crois. Ouais. Alors au-delà de ce constat, qui est un constat dramatique, qui ne concerne pas bien évidemment uniquement la ville d'Angers, vous estimez qu'il faut qu'il y ait une véritable réflexion autour de la prise en charge des SDF? Oui, il faut arrêter de penser que simplement c'est qu'une question de logement. Parce qu'on a actuellement une expérience avec des personnes dans des logements, mais si on n'est pas proche d'eux et on ne les accompagne pas sérieusement, parfois il y a des rechutes et parfois le remède, c'est-à-dire trouver le logement, est pire que la maladie. Alors expliquez-nous ça. Parce que dans le logement, vous n'avez plus de contact, vous êtes face à vos murs qui ne vous répondent pas et vous êtes seul, et si vous n'avez pas d'activité, pas de contact, pas de lien social, et bien souvent les gens se laissent aller, ne se soignent plus, se laissent aller dans l'alcool, la drogue ou autre chose, ou la violence qui arrive, et on assiste à des morts comme en début de semaine, un garçon a été enterré parce qu'il a été retrouvé mort dans son appartement. Donc isolé, seul. Isolé, seul. Et c'est pour ça qu'on voulait un peu alerter sur la réalité des problèmes des personnes sans abri. Alors, il nous reste 1 minute malheureusement à passer ensemble. Jean-François Fribaud, on pourrait passer beaucoup plus de temps bien évidemment sur un tel sujet. Quel est l'appel là que vous voulez lancer aujourd'hui au grand public et aux Angevins qui nous regardent? Eh bien, j'allais dire déjà, première chose, quand vous voyez des sans-abri, même si vous êtes démunis devant ça, un regard, un geste humain, ça leur fait, c'est important, mais c'est pas suffisant. Ce qui est important avec la direction de la cohésion sociale, on est en train d'expérimenter, on a 18 personnes, même dans un bus, parfois dans des caravanes, dans des petits logements, et ce qu'il nous faudrait, à la limite, c'est des solutions encore plus innovantes. On sait que certains SDF seraient demandeurs, par exemple, ils ne veulent pas aller dans les foyers, ils ne veulent pas aller dans les logements, ils y étouffent, mais ils voudraient bien être dans un terrain avec peut-être un chalet. J'ai vu qu'Emmaüs Aquitaine fabriquait des chalets à 15 000 €. Ben, il nous faudrait l'argent pour acheter ces chalets, du terrain, et je suis sûr qu'on en enlèverait un certain nombre qui sont actuellement dans la rue d'Angers.
Bon, en tout cas, merci de nous avoir apporté ce soir votre témoignage sur notre plateau. Merci. Sans transition, sachez qu'un jeune conducteur nantais d'une vingtaine d'années, titulaire d'un permis probatoire, a été contrôlé à 191 km/h mardi dernier par les gendarmes de l'autoroute A11 à hauteur de Marseille. Son permis lui a été immédiatement retiré et le véhicule qu'il conduisait immobilisé. Pour terminer cette édition, je vous propose une rencontre avec la LIMA, la Ligue d'improvisation angevine, qui fête cette année son 15e anniversaire. Cette troupe, pour le moins sympathique, spécialisée dans le théâtre d'improvisation, était ce samedi à la Maison pour tous de Montplaisir, à Angers, et elle était opposée à de redoutables concurrents venus de Strasbourg pour un match d'improvisation qu'a suivi pour nous Romain Delaunay. Les matchs d'improvisation sont des joutes théâtrales de 3 fois 30 minutes où deux équipes s'affrontent. Samedi à la Maison pour tous de Montplaisir, l'équipe angevine de l'Alima affrontait les Lolitas de Strasbourg. Un théâtre bien particulier. Je ne vais pas me laisser esbourdir les stafettes par des cognots de premier ordre. Un théâtre qui est basé sur la créativité, sur l'impulsion, l'immédiateté, parce qu'évidemment on ne sait jamais ce qu'on va jouer. Et c'est un arbitre qui a conçu les thèmes et sur lesquels deux équipes d'improvisateurs s'affrontent dans une patinoire. Pour Lolita, reine de Strasbourg, Lolita, reine de Strasbourg, Lolita, reine de Strasbourg, Lolita, reine de Strasbourg, Lolita. C'est un pur régal puisque chaque spectacle est unique et donc surprenant. Cela demande de nombreuses qualités. De l'énergie, de la folie, de l'écoute, de l'eau. Parce que tant que on a son idée en tête, l'autre équipe a peut-être une autre idée et l'idée c'est de construire ensemble une histoire. C'est alors que s'enchaînent les situations burlesques, cocasses, parfois émouvantes mais souvent drôles. Le public doit alors voter à la fin de chaque scène pour élire l'équipe la plus comique. Spontané, et l'ambiance, voilà. Beaucoup d'interactivité, ça change du théâtre. C'est qu'on s'y attend pas, quoi. Alors donc on est toujours surpris, donc c'est super agréable. Je trouve ça excellent, ils ont beaucoup de talent, c'est très amusant, voilà. C'est super bien, ils improvisent bien, tout ça. J'ai jamais vu un spectacle aussi bien. L'Alima a 15 ans cette année et du 26 au 28 mars, dans le cadre du tournoi national d'improvisation, vous pourrez les applaudir au théâtre Le Quai. C'est la fin de ce JT. On se retrouve, si vous le voulez bien, demain pour de nouvelles infos.